Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et chaque semaine, je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Leclerc, directrice générale de l'Avise. Pour tout vous dire, j'ai eu la chance de travailler avec Cécile. J'ai particulièrement apprécié sa façon de partager une vision, son honnêteté intellectuelle et la cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Bonjour Cécile, donc je suis ravie de faire ce premier épisode de Plaisir de diriger avec toi. Merci d'avoir accepté de te prêter à ce jeu-là et notamment pour ce premier épisode. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la structure que tu diriges ? Bonjour Anna, merci de m'avoir proposé de faire ce podcast. Alors, en quelques mots, je suis aujourd'hui directrice générale de l'Avise. L'Avise, c'est une association qui a pour mission d'accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire en France. Donc, concrètement, c'est une équipe d'une trentaine de salariés qui existe depuis 20 ans et qui va à la fois produire des outils, donc des guides, des ressources qui vont permettre à un porteur de projet de l'économie sociale et solidaire d'être accompagné dans le développement de son projet. Et puis, c'est une structure qui va animer des acteurs qui, eux, accompagnent en face à face ces mêmes porteurs de projets d'économie sociale et solidaire. Donc, on va vraiment avoir des métiers à la fois d'outillage et des métiers d'animation, d'incubateur, par exemple, pour les phases de création, de dispositifs d'accompagnement dans les phases de consolidation et de développement d'une activité d'économie sociale et solidaire. Vous êtes au service des projets qui permettent d'avoir un impact positif sur la société. Oui, alors l'économie sociale et solidaire, elle est définie aujourd'hui dans une loi depuis 2014. Et concrètement, ce sont tous les acteurs économiques qui vont mettre l'utilité sociale, alors impact social, sociétal, environnemental, au cœur de leur mission et de leur projet. Donc ils ont cet enjeu d'impact, ils ont aussi du coup des modèles économiques où ils ne recherchent pas la lucrativité et où ils recherchent à partager le pouvoir, c'est ce qu'on appelle la gouvernance démocratique des structures de l'économie sociale et solidaire. Concrètement, c'est 200 000 entreprises de l'ESS en France qui représentent 10% en gros du produit intérieur brut et des salariés et qui sont des associations, des mutuelles, des coopératives, des fondations, mais aussi des structures commerciales qui mettent l'impact social au cœur de leur projet. Comment est-ce que tu perçois ton rôle de dirigeante au sein de ces structures ? Alors moi, je suis la directrice générale. Donc, je suis salariée de la structure qui est une association. Donc, mon rôle de dirigeante, déjà, il est à mettre au regard de ce statut particulier qui fait qu'il y a vraiment un conseil d'administration de bénévoles qui, du coup, sont ceux qui donnent globalement le cap à la structure avec un président bénévole qui la préside. Moi, je suis celle qui, du coup, après, fait le lien entre cette gouvernance associative et l'équipe salariée. Concrètement, ça veut dire assurer le pilotage de la structure, la mise en œuvre des différentes actions, être garant du coup de l'atteinte des objectifs. Voilà, donc c'est vraiment un rôle à la fois d'animateur, de passeur, de coordinateur entre un certain nombre d'acteurs et l'équipe. Et en 8 ans, parce que du coup ça fait 8 ans que tu diriges cette structure, comment est-ce que tu as vu les choses évoluer ? Récemment, on parle beaucoup du monde d'après, etc. Est-ce que c'est une tendance que tu constates depuis ces 8 dernières années ? Quelles sont les évolutions un peu que tu perçois ? Comment vois-tu évoluer les choses et comment ça impacte vos actions ? En 8 ans, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment eu un développement continu de l'économie sociale et solidaire avec aujourd'hui, je pense, à un vrai moment où, en effet, on parle beaucoup du monde d'après, et avec le plan de relance qui est beaucoup axé sur les enjeux de transition écologique et solidaire, par exemple, avec beaucoup d'opportunités pour les porteurs de projets d'économie sociale et solidaire. Mais globalement, dans les 8 dernières années, il y a eu quand même un mouvement continu d'émergence de nouveaux projets et donc de structuration autour de ces projets d'un écosystème favorable à leur développement. Quand j'ai commencé à travailler à l'Avise, il y avait, par exemple, peu d'incubateurs qui étaient dédiés à l'innovation
d'action sociale et aux porteurs de projets d'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on anime une communauté de plus de 100 acteurs, 150 dispositifs qui, du coup, couvrent globalement le territoire français. Donc, on voit que c'est vraiment une montée en puissance relativement exponentielle des acteurs de l'accompagnement sur le territoire, ce qui nécessite d'ailleurs pour nous de faire évoluer notre métier dans la mesure où là où on était un petit peu précurseur d'avoir vu que c'était intéressant d'avoir des incubateurs et de les faire travailler ensemble, aujourd'hui on anime une communauté beaucoup plus vaste, donc avec aussi des méthodes de travail qui évoluent. Et comment est-ce que toi, tu restes en veille justement un peu sur les évolutions de l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce qui alimente ta réflexion? Ce qui est sûr, c'est que la place de dirigeant, elle permet d'être à la fois à un niveau très macro dans l'écosystème des nodeurs d'ordre. Et donc, aujourd'hui, vous avez compris, l'Avise, elle est un acteur d'intérêt général. Donc, elle est globalement financée par la puissance publique. Ça va être des financements de ministères, du groupe de la Caisse des dépôts européen. Donc, moi, je suis du coup en interface directe avec ces acteurs qui vont donner une impulsion à des enjeux de politique publique pour développer l'économie sociale et solidaire. Et en même temps, je suis du coup en animation de l'équipe salariée qui, pour le coup, c'est pas mon cas, mais qui, pour le coup, elle, au quotidien, est en contact, soit avec les porteurs de projets eux-mêmes, soit avec les incubateurs du territoire, les acteurs du territoire qui, eux, tous les jours, justement, peuvent percevoir les besoins, l'évolution des besoins, ce qu'on peut appeler les signaux faibles. Et du coup, la place très intéressante du dirigeant, c'est de faire le lien entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe dans les enjeux de politique publique. Parce que dans les enjeux de politique publique, il y a à la fois la recherche de répondre aux besoins du terrain, mais du coup, comme ils sont encore plus éloignés que moi de ce qui peut se passer sur le terrain, il y a parfois des dimensions ou des mots qui prennent plus d'importance que leur réalité sur le terrain. Par exemple, on parle beaucoup d'entrepreneuriat social en pensant société commerciale du coup de l'ESS, enfin agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, alors même que dans l'économie sociale et solidaire, il y a 200 000 entreprises de l'ESS et il y en a 1000, on a un petit peu de mal à les dénombrer, qui sont des sociétés commerciales agréées ESUS. Donc du coup, on va pouvoir à Paris, du côté du coup de l'impulsion, pouvoir avoir l'impression qu'il y a un mouvement de masse sur un sujet qui n'est pas forcément celui qui est représenté et constaté au niveau du territoire. Et je trouve que le rôle là du dirigeant, ça va être de bien faire les allers-retours lui-même dans sa tête et dans ce qu'il observe pour toujours se poser la question du besoin sur les territoires, tout en profitant pour la faire remonter au niveau aussi de la politique publique et des donneurs d'ordre public de manière à ce qu'ils en aient conscience, et également pour profiter des opportunités qui peuvent se dégager parce qu'à un moment, il y a de l'impulsion au niveau des politiques publiques. Donc c'est de l'observation quotidienne qui est pas, de mon côté, qui n'est pas forcément formalisée. Je me suis fait la réflexion à un moment donné que j'étais pas, par exemple, assez en veille et en lecture documentaire de ce que faisaient les uns les autres, de lire les newsletters, d'aller vraiment sur le terrain rencontrer les bénéficiaires de nos actions. Je le fais plus aujourd'hui. Alors après, on y reviendra peut-être, mais c'est pas. Il y a eu beaucoup de transformations à l'Avise en 8 ans, beaucoup de chantiers. Du coup, c'était pas possible de tous les faire en parallèle. Mais même si j'étais moins au départ en veille, sans doute que je le suis aujourd'hui et en curiosité, en observation, finalement, c'est pas si grave parce qu'à la limite, ce qui reste dans la tête du dirigeant, c'est peut-être que ce qui surnage, mais du coup, parfois, c'est aussi que ce qui est de l'ordre de vraiment de la ligne de force, en fait. Donc, la tendance qui la vraie dure. tendance de fond. Par rapport à l'interne, tu disais donc qu'il y a eu beaucoup de chantiers de transformation. On parlait aussi de l'évolution du contexte extérieur et des évolutions de métiers que ça avait suscité. Quels sont les grands chantiers de transformation que tu as menés en 8 ans ? Quand je suis arrivée à l'Avise avait 10 ans. Ce qui est assez logique, je trouve, c'est qu'une structure, quand ça se crée aussi au départ par un certain nombre d'opportunités. Et en l'occurrence, l'Avise s'était créée
avec à la fois une vraie vision qui est toujours la nôtre, de se dire il faut accompagner par de l'ingénierie les dynamiques. L'AVIS, ça veut dire Agence de valorisation des initiatives socio-économiques. Au départ, on ne l'utilise plus trop, mais en gros, tout ce qui est économie sociale et solidaire au sens très inclusif. Donc, il y avait vraiment cette vision-là qui est toujours la nôtre. Et puis après, différentes opportunités de porter des dispositifs à droite à gauche, qui fait que quand, à un moment donné, au bout de 10 ans, on avait eu tendance peut-être à avoir mis côte à côte un certain nombre de programmes, de dispositifs, avec le besoin de se redire, mais finalement, c'est quoi notre colonne vertébrale et c'est quoi le fil rouge entre ces différents dispositifs. Donc, on a d'abord, en termes de transformation, travaillé un chantier stratégique pour se reposer la question de notre colonne vertébrale, ce qui nous a permis de repositionner l'AVIS dans l'accompagnement à toutes les étapes du cycle de vie d'un porteur de projet, mais en le faisant qu'à un niveau national. Quand je suis arrivée à l'AVIS, il y avait des vrais questionnements. Est-ce qu'on répond à un appel d'offres d'un territoire, en l'occurrence d'une collectivité territoriale, pour accompagner ce territoire? Est-ce que, il y avait tout un tas de questionnements qui, du coup, et des essais qui ont été faits, c'est très bien, mais qui, du coup, pouvaient rendre le positionnement stratégique un peu plus flou. Et du coup, le travail qu'on a fait, c'est bien de se redire, nous, on est légitime au niveau national et on est légitime, du coup, dans un travail de mutualisation d'un socle commun, de tout ce qui peut être mutualisable. En revanche, on n'est pas là pour prendre la place d'acteurs du territoire qui, eux, soit sont présents, soit vont naître sur le territoire pour mieux accompagner les territoires. Donc, on a essayé de réorienter un peu notre positionnement pour le clarifier, ce qui nous a permis aussi de découvrir quels étaient les trous dans la raquette en termes d'action et de programme par rapport à notre stratégie. C'était un peu la raison d'être, en fait, ce que tu dis, le fil rouge. Oui, voilà. c'est-à-dire que la raison d'être, je pense elle était dans le titre au départ de valorisation des initiatives socio-économiques. Elle était bien présente. En revanche, elle n'était pas traduite en fil rouge ou en colonne vertébrale. Et donc là, ça a été de le traduire en se disant, si on veut vraiment, notre raison d'être, c'est d'accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire en restant à un niveau national. C'est pas compliqué. Ce qui n'avait pas été formulé avant, c'est de se dire ça se décline en 2 moyens d'action. On outille et on rend accessible à tous. Donc, nous, quand je suis arrivée, il y avait des choses qui étaient payantes. Donc, on a tout rendu gratuit et parfaitement d'intérêt général et accessible à tous. Et donc, on a complètement refondu le site Internet, qui était un site plutôt vieillissant d'une part, mais très institutionnel. Donc, on l'a transformé en portail de ressources pour les porteurs de projets. Donc ça a nécessité, bien sûr, de développer un métier de développement de ressources web et d'interaction. Donc là, ce qui est sûr, c'est que on était évidemment aussi, là je parle sur 8 ans, sur des évolutions de tout ça, des vraies transformations en termes de digitalisation. D'usage des différents outils. Mais du coup, qu'on a vraiment pris relativement en amont par rapport au reste du secteur, et on en est assez fiers. Donc on s'est dit, il faut travailler l'outillage. Et le deuxième levier, c'est de se dire, du coup, comme on est au niveau national, nous, notre valeur ajoutée, ça va être de favoriser la professionnalisation des acteurs de l'accompagnement qui, eux, sont présents sur le terrain. Donc, de travailler l'animation de communautés, la mise en réseau, les transferts de savoir-faire entre eux. Et on le faisait sur un gros dispositif qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement historiquement. Mais du coup, ça nous a permis de nous dire, mais finalement, pourquoi on ne le fait pas sur la partie, non pas consolidation de l'activité, mais création? Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne réunit pas les incubateurs dédiés à l'économie sociale et solidaire pour que eux-mêmes puissent échanger entre eux? Pourquoi on ne réunit pas les acteurs spécialistes de l'impact social, qui était un autre de nos pôles, évaluateurs de l'impact social, pour que, pareil, ils puissent progresser, échanger entre eux? Et du coup, ça a vraiment permis, quand je dis colonne vertébrale, alors du coup, c'est une colonne vertébrale horizontale dans la mesure où c'est aussi, on l'a présenté formellement dans notre plaquette comme le cycle de vie du porteur, et à chaque étape de son développement, nous, on doit apporter et de l'outillage et animer les acteurs de l'accompagnement. Donc, en termes de métier, c'était de la digitalisation, de la modernisation, c'était le fait de être plus en animation de réseau et plus en gestionnaire également de projets, en capacité de concevoir des programmes d'accompagnement un peu complexes et de faire travailler ensemble tout un tas d'experts. L'AVIS, en fait, quand elle a été créée, elle a commencé à travailler avec beaucoup de sous-traitance de manière générale, à la fois en termes d'expertise intellectuelle pour produire justement des outils, et à la fois d'ailleurs en interne aussi, dans ce qui était un peu fonction support. Donc du coup, le
le constat à mon arrivée, c'était de se dire ce qui était légitime à la création de l'Avis dans la mesure où une structure qui se crée, notamment associative, bénéficiant du coup de subventions publiques, c'est une structure qui a une relative fragilité. Donc du coup, concevoir un modèle où on n'internalise pas toute la compétence de manière à être plus souple. Ça se comprend. Mais du coup, quand je suis arrivée, ça faisait 10 ans que la structure était créée. Et du coup, je pense que c'était le moment où il fallait assumer son existence et sa taille et travailler à l'internalisation de la compétence. Donc, on a fait un vrai travail d'internalisation de l'expertise et de la compétence, de manière aussi... on parlait tout à l'heure des enjeux de veille. C'est quand on externalise en fait un certain nombre de prestations intellectuelles, on n'est pas en capacité, comme on réalise pas et on produit pas nous-mêmes, on n'est pas en capacité de percevoir l'évolution des besoins, les signaux faibles, etc. Donc c'était se dire, il faut que ce soit nous-mêmes les experts et donc faire évoluer les métiers pour que on les appelle des chargés de mission, soient en capacité de produire des outils, de concevoir des dispositifs, d'animer des projets. Donc ça a nécessité une vraie évolution. Alors à la fois en termes RH, d'évolution des recrutements, d'évolution interne de personnes du coup qui étaient déjà là, aussi de personnes dont c'était pas forcément le souhait professionnel d'aller sur ce type de métier et qui du coup ont aussi sont partis. Donc ça a été aussi comment travailler en termes managériels ses parcours et ses éventuelles frustrations professionnelles, parce que quand une structure elle évolue fortement, ça génère forcément pour certains aussi de la frustration et du coup de travailler avec eux pour que ce soit le plus positif possible au final. Donc beaucoup de transformations. Tu parlais d'internaliser des compétences, donc j'imagine aussi que la taille de l'équipe a dû augmenter. Comment, du coup, en tant que dirigeante, tu as l'impression d'avoir accompagné ces changements ? Qu'est-ce que tu as perçu aussi en termes d'évolution de la culture ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer et comment ça s'est passé ? Oui, alors quand je suis arrivée, le mouvement avait quand même déjà commencé d'internalisation, mais dans les faits, en effet, la Vise est passée assez rapidement de 8 salariés à 18 à 30. Enfin, du coup, c'est une vraie évolution. Et ce qui avait pas du tout forcément suivi, c'était en effet l'évolution de la structuration interne. Quand je suis arrivée, par exemple, il n'y avait pas de directeur administratif et financier ressources humaines, ce qui était assez normal dans une petite structure où il n'y a pas forcément ce besoin-là, qui était endossé par mon prédécesseur, qui était un secrétaire général, donc qui n'était pas un directeur général et qui endossait bien ses fonctions de directeur administratif financier et RH également. Donc il a fallu... En fait, le travail qu'on a fait, c'est qu'on a repensé... quand je dis « on », c'est que du coup, c'était un comité de direction. Donc ça, moi, ça m'a énormément aidé dans le rôle de dirigeant. C'est dit assez rapidement, il faut qu'il y ait un DAF RH. Et il y avait déjà une directrice des programmes. Et du coup, de se retrouver à 3 pour poser la stratégie. Et moi, je me rappelle, j'avais fait un gros macro-planning sur un PowerPoint avec des grands chantiers, mais du coup, avec à la fois changement de stratégie, changement de programme, changement RH, changement de stratégie de communication. Enfin, du coup, ça faisait en effet beaucoup de changements. Après, le sujet d'un dirigeant, c'est de se dire on a envie que tout avance, et puis il y a des changements qui sont plus longs. Donc, il faut prioriser. Et qu'il faut prioriser. Dans mon souvenir, on a quand même ouvert beaucoup de fronts en parallèle. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est forcément un peu long, c'est les transformations, bien sûr, de l'organisation interne, dans la mesure où chacun a une place dans la structure. Au-delà de l'évolution du métier et des compétences, ils ont aussi un titre, une fonction. Et en fait, il y a eu un temps un peu long entre le moment où on était en capacité de projeter l'organigramme cible avec du coup une réelle structuration et des fonctions support et de la direction des programmes, avec à l'intérieur des programmes qui étaient du coup beaucoup plus cohérents les uns par rapport aux autres. Et il y a entre donc cet organigramme cible et le moment où du coup, on a été en capacité de faire évoluer les uns les autres. Donc du coup, on avait un organigramme avec des jeux de tiens, telle personne, on pourrait lui proposer d'évoluer vers ce poste-là, ça libère celui-là. Et donc ça s'est fait progressivement. Ça s'est plutôt bien réussi, mais ça prend du temps et il faut l'accepter. Et ça a été difficile à accepter que ça prenne du temps ? Oui, un peu, parce que dans mon souvenir, disons que mon rôle, c'était de me dire comment... moi, je suis responsable que ça évolue et que... je suis responsable qu'on remplisse au mieux notre mission. Notre mission, pour être mieux remplie,
Elle nécessite absolument qu'on fasse évoluer nos métiers, qu'on soit plus moderne, plus agile, plus en capacité de répondre aux besoins avec une cohérence stratégique plus forte. Et du coup, une fois qu'on a posé ça, on aimerait évidemment que ça aille, ça se mette en place. Donc du coup, c'est après assez vite, notamment quand on est dans un enjeu de ressources humaines, de management et d'organisation, assez vite, on voit bien que pour réussir, il faut, et c'est ce qu'on a fait, passer beaucoup de temps à penser non pas sa stratégie, mais sa tactique, et à se dire comment j'avance mes pions un par un, mes actions un par un, comment ça va réagir. Il faut absolument se placer à la place de nos interlocuteurs pour voir aussi, eux, quelles sont leurs attentes, leurs envies. Et donc, ça nécessite de beaucoup préparer ça de manière à pouvoir avancer sans prendre un mur, parce que finalement, on a à la fois présenté l'évolution stratégique, mais on n'a pas forcément présenté en tant que telle l'évolution de la culture qu'on voulait, une culture d'entreprise. Je pense qu'en effet, ça ne se décrète pas, mais qu'on voulait impulser. Après, ça s'impulse par des petites choses. Moi, quand je suis arrivée, quand je dis on avait besoin de gagner en agilité, c'est que j'ai commencé par être très, très étonnée du fait qu'on avait des ordinateurs qui n'étaient pas portables, on avait des téléphones avec un fil. Donc, quand on se dit qu'on est dans une structure où on veut être en travail d'équipe, où on veut pouvoir aller sur le terrain pour voir ce qui s'y passe, etc., et qu'on n'est, par exemple, pas du tout mobile, physiquement parlant, ça dit déjà beaucoup de la manière dont on travaille. C'est pareil, on n'avait pas forcément beaucoup d'outils de gestion de projet, donc je pense que les gens faisaient plutôt bien leur travail assez intuitivement, mais ce qui est sûr, c'est que quand on veut être un peu plus professionnel, assez vite, il faut se doter d'outils. Donc, c'est tout ça qu'on a pu mettre en place. Pour avoir plus d'impact. Oui, tout à fait. Après, la culture, juste, ça passe aussi, par exemple, on a organisé un déménagement de la vis, parce que la culture d'entreprise, ça passe aussi par l'image que chacun a de soi-même. Et en fait, ça passe par, j'imagine, la manière dont on s'habille, le vocabulaire qu'on utilise et là où on travaille. Typiquement, de locaux assez vieillots et moches. Et autre chose, on était sur 2 niveaux. Alors, quand justement on se dit, et c'était un de nos sujets, qu'il y avait absolument besoin de faire plus de transversalité entre les différents programmes, parce qu'on croit beaucoup aussi aux innovations qui peuvent servir le programme d'à côté. On croit beaucoup, encore une fois, au fait que on parlait d'un cycle pour le porteur de projet, donc ça veut dire qu'il passe bien d'une étape à une autre, donc il y a bien des besoins et des choses à échanger entre les différents pôles de la VISE. Et puis des métiers communs, comme tu disais. Et des métiers communs. Et donc ça a nécessité de déménager pour se dire, en fait, si on veut favoriser ces échanges, il faut déjà qu'on soit sur un seul plateau et pas sur 2 plateaux. Et il faut qu'on soit dans des locaux qui génèrent plus d'interactions aussi, donc des espaces plus ouverts, avec des espaces communs, des espaces de réunion plus importants, et que ce soit plus joli, parce que l'image qu'on a de nous aussi, en termes de professionnalisme, de qualité, elle nous donnera plus envie si nos locaux eux-mêmes le reflètent également. Donc c'est aussi tout un tas de petites choses derrière qu'il a fallu impulser en parallèle, en fait, des transformations plus stratégiques de fond. Quel dialogue il y a eu du coup avec l'équipe pendant toute cette période qui a duré, donc c'est ce que tu disais, puisque ça a mis du temps entre 3-4 ans, je pense. Quel dialogue avec l'équipe, comment ça s'est passé, comment ça a été accueilli, parce que tu le disais, il y a eu beaucoup de chantiers en parallèle, beaucoup de changements dans les métiers, dans les locaux, dans les façons de travailler, les attentes du coup vis-à-vis d'eux, les compétences qu'ils ont développées, acquises. Comment ça s'est passé le dialogue avec l'équipe ? Ce qui n'est pas simple quand on est la directrice générale, c'est que assez vite, on n'a pas l'interaction qu'on peut avoir quand on est simple collègue dans une équipe. Donc du coup, c'est assez difficile de savoir ce que les uns les autres ressentent réellement, où ils en sont, comment ils vivent les choses. Et je pense que là où j'ai beaucoup appris, et très honnêtement, grâce à mes collègues directs, donc à la fois membres du comité de direction et puis après plus largement mes différents collègues, c'est justement à beaucoup plus tenir compte de là où le reste de l'équipe pouvait en être, enfin intégrer en gros la dimension aussi psychologie dans l'avancée des chantiers. Moi, je pense qu'une de mes forces, c'est d'être assez orientée justement sur l'impact et donc sur l'objectif à atteindre et se dire, moi, j'en suis garante et donc, hop, j'impulse et j'emmène l'équipe vers cet objectif-là. Par contre, c'était pas forcément, je suis pas spontanément orientée vers où ils en sont chacun, eux, pourquoi, etc. Et du coup, là, j'ai été beaucoup aidée. C'est surtout que le collectif du comité de direction, c'est un collectif pour justement pouvoir échanger et à l'écoute quand on me disait « oui, mais là, ça fait trop ».
Alors par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime bien avancer les chantiers assez vite. Donc, au départ, quand on me dit « Non, mais là, ça va être trop de changements », j'ai plus d'illustration très concrète. Mais moi, spontanément, j'aurais eu envie de dire « Bah non, c'est pas grave, là, faut avancer ». Et en même temps, du coup, le fait d'être dans un comité de direction, notamment à 3, ça permettait d'avoir ces retours-là, de les écouter, de se dire « Ah bah peut-être qu'en effet, ça peut aller trop vite ». Oui, j'ai beaucoup appris. Après, ce qui est pas facile quand on est dirigeant, c'est que il faut à la fois savoir mettre l'affect de côté et à la fois conserver bien sûr de la sensibilité quand même pour évidemment s'assurer que l'équipe va bien et qu'elle suit. Ça passe par une évolution de l'équipe aussi quand même. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, on parlait tout à l'heure de culture d'entreprise. La culture d'entreprise, ça se fait aussi parce que on évolue ensemble et on recrute quand même des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Et donc, au bout d'un moment, on se retrouve avec des gens qui partagent quand même un socle commun de valeurs. Et donc, ça devient de plus en plus facile parce qu'on devient une équipe qui est de plus en plus homogène. Pas forcément dans les profils, enfin, je pense que ça, c'est pas forcément souhaitable, mais en tout cas, dans les valeurs fondamentales portées, ce qui était peut-être moins le cas à mon arrivée à l'Avise. Et donc, forcément, il y a eu, je pense, une partie de l'équipe pour lesquelles c'était attendu, ces évolutions. Aussi parce que passer d'un fonctionnement où ils étaient plus parfois en animateurs de prestataires, ils avaient beaucoup plus envie de faire et de sentir qu'ils avaient eux directement de l'impact, donc ils avaient envie d'évoluer. Ça a permis aussi de vraiment faire monter en interne un certain nombre de salariés parce qu'il y avait tout un enjeu pour nous sur la prise d'initiative et sur l'autonomie, en fait. Mais dans la mesure où, je l'ai dit, la particularité, c'est que ceux qui nous financent sont pas nos bénéficiaires. On parle de tiers payeurs. Enfin voilà, du coup, c'est la puissance publique qui subventionne pour mettre en place des actions d'intérêt général, mais qui vont servir différemment d'autres acteurs. Et du coup, il faut absolument que les chargés de mission soient en capacité, je le disais tout à l'heure, de repérer les besoins des bénéficiaires pour pouvoir proposer des choses, développer des activités. Mais après, il faut convaincre du coup ceux qui financent que ces activités sont à financer. Et ça, c'est absolument nécessaire qu'ils aient cette capacité et cette posture de repérage des besoins, d'initiative, de développement, parce que sinon, je dis la puissance publique en général, elle aura toujours une idée sur ce qu'il faut faire, et sinon on va juste se retrouver en étant exécutant, opérateur, mais potentiellement en n'allant pas dans le bon sens. De façon trop descendante. De façon trop descendante. Donc ça a nécessité, et ça je pense c'était attendu par une partie de l'équipe, de les remettre beaucoup plus en posture, de se poser des questions. Au cœur de l'action. J'ai beaucoup appris aussi. Je disais, j'ai tendance à vouloir aller un peu vite et du coup à me dire que derrière ça suit. Donc j'ai aussi beaucoup appris qu'il fallait se répéter et qu'il fallait beaucoup expliquer en fait. Le titre du podcast, c'est le plaisir de diriger. Pour moi, c'est une vraie source de plaisir aujourd'hui que de passer du temps à expliquer aux uns et aux autres le lien entre finalement leur périmètre au quotidien et leurs tâches quotidiennes et ce qu'eux ils peuvent observer sur leur périmètre. Et le lien entre ça et globalement l'Avise, mais globalement les différentes tendances qui peuvent se produire à l'échelle française, à l'échelle mondiale même. Enfin, on le voit aujourd'hui, il y a des vrais enjeux sur l'entrepreneuriat social, sur les enjeux d'investissement impact qui se retrouvent un peu dans tout pays. Et finalement, c'est intéressant d'expliquer ça pour mieux comprendre pourquoi son projet, il avance de cette manière-là, pourquoi aussi il prend du temps. Et donc ça, le fait de se répéter, de convaincre, d'expliquer, oui, ça c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et je pense que pour le coup, il n'y a que le directeur général qui a vraiment cette vision d'ensemble et qui peut apporter, en tout cas, contribuer à apporter une valeur ajoutée en faisant ce jeu d'aller-retour. Donc ce que tu dis, c'est aussi qu'en fait, tu donnes du sens en faisant ce lien-là à l'action finalement quotidienne et concrète des personnes de l'équipe. C'est-à-dire que tu leur permets de comprendre en quoi finalement leur contribution au quotidien a du sens et a un impact plus largement que ce que eux peuvent parfois percevoir pris dans l'opérationnel et dans leurs actions quotidiennes. Oui, et c'est très important dans une structure comme l'Avise parce que on est sur des enjeux quand même complexes, multi-acteurs, sur du temps long. On est sur, encore une fois, nous, notre sujet, c'est que globalement, l'économie soit plus sociale et plus solidaire. On ne peut pas suivre un chiffre d'affaires, on ne peut pas suivre un nombre de brosses à dents vendues, en fait. Donc c'est très important de redonner du sens parce que le membre de l'équipe, au quotidien,
il aimerait souvent, oui, que ça se transforme plus vite, que ça aille plus vite. On est aussi dans un monde très politique, puisque du coup, par définition, il y a tout un tas de jeux d'acteurs entre nos donneurs d'ordre, les différentes collectivités territoriales, le gouvernement. Donc, il y a des enjeux évidemment politiques, il y a des enjeux de calendrier électoraux, etc. Et ça, en fait, le membre de l'équipe, s'il ne le perçoit pas tout de suite, il peut ne pas comprendre pourquoi notre donneur d'ordre public, son seul objectif n'est pas l'intérêt général à moyen long terme. Bah non, parfois, il y a des enjeux de court terme qui nécessitent de passer par des chemins un peu détournés pour réussir à le convaincre d'un intérêt et d'un impact plus long terme. Donc, c'est important pour que la personne reste motivée, qu'elle voit en effet dans quoi ça s'inscrit plus globalement. Et moi, ça fait partie de ce qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que si je suis positionnée aujourd'hui à l'Avise dans une structure de dimension nationale, c'est que je pense que le fait de contribuer, modestement forcément, mais de contribuer à structurellement faire évoluer les choses à une échelle nationale, je trouve ça très intéressant, en continuant à observer ce qui peut se passer sur le terrain. C'est ça qui t'a conduite à avoir envie justement de prendre cette responsabilité-là, ce rôle-là à l'Avise de directrice générale ? Oui, alors après les postes, ça se fait aussi par chance, opportunité. Enfin voilà, il y avait rien de calculé. Globalement, moi, quand j'étais petite, j'avais envie déjà de participer, contribuer à, je veux dire, sauver la planète. Comme ça, je le fais exprès de manière un peu dithyrambique. Alors, j'étais plus concentrée quand j'étais petite sur les enjeux de protection de la nature, protection des animaux. Après, je me suis concentrée sur les enjeux plutôt de lutte contre la pauvreté. Donc, notamment à Sciences Po, j'ai fait des stages sur tout ce qui était... J'étais plutôt orientée sur tout ce qui était... on appelait ça le tiers-monde à l'époque, on le dit plus comme ça aujourd'hui, mais en gros, voilà, travailler sur les enjeux de développement. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, pour me sentir à ma place, j'avais besoin d'intervenir plutôt sur le territoire français, de voir et de travailler sur les enjeux de politique publique. Et donc ça a toujours été présent vraiment en fil rouge de se dire comment on travaille sur le développement local, les enjeux, avec un enjeu d'innovation. Comment on fait évoluer les politiques publiques pour qu'elles puissent travailler différemment, être un peu moins descendantes et être en capacité de répondre aux besoins des territoires. Et donc, ça m'a amené notamment à travailler avant l'Avise à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, qui est une agence toujours d'expérimentation sociale fondée par Martin Hirsch et qui se disait comment on fait de la politique publique de lutte contre la pauvreté différemment, en tenant beaucoup plus compte de la vie et de l'expression des personnes en situation d'exclusion. Et donc là, on était déjà dans ces enjeux de comprendre concrètement ce qui se passe sur le terrain à une échelle assez individuelle, pour que ça alimente et que ça irrigue mieux la politique publique de dimension nationale qui, elle, va être à une échelle très macro. Donc, ça m'a amenée après à être recrutée à l'Avise. Alors, j'ai été recrutée comme directrice du développement, donc pas comme directrice générale, mais donc pareil, en me disant il faut que l'économie soit plus sociale et plus solidaire, donc une agence qui contribue à développer un mode d'entreprendre plus social et plus solidaire, c'était très motivant. Et après, il se trouve que le secrétaire général qui était là depuis la fondation de l'Avise est parti et que le président, à l'époque de l'Avise, m'a proposé d'être directrice générale. Alors, sur le coup, j'ai un peu hésité, heureusement, mais... Pourquoi heureusement ? Heureusement, je me suis posé des questions. Mais par contre, oui, j'avais envie, dans ma progression... en fait, j'ai progressé régulièrement en matière de responsabilité dans ma vie professionnelle et je me suis aperçue surtout que j'étais capable et qu'autour de moi, des gens qui, du coup, progressaient étaient aussi capables et donc il n'y avait pas... heureusement, parce qu'on a toujours une problématique de légitimité quand même. Je suis quand même devenue directrice générale en ne l'étant pas avant, mais en même temps, tout nouveau directeur général au départ n'est pas directeur général. Donc forcément, je me suis posé la question de ma compétence et de ma légitimité à l'être. Donc ça doit être très féminin, ça, je pense, comme questionnement. Mais du coup, je l'ai eu. Ce qui devait être aussi très féminin, c'est que je me suis dit, mais est-ce que je serais capable de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle en prenant ce type de responsabilité ? Puis heureusement, autour de moi, j'ai bien vu que c'était possible et du coup, que certains j'ai accepté. Et certaines y arrivaient. Voilà. J'étais vraiment intéressée par le fait de pouvoir... apprendre des choses nouvelles, parce que pour le coup, ça faisait un moment que j'étais sur des fonctions du coup de direction des programmes, direction du développement, en direct sur le métier de la structure. Le poste de directeur général, il permet une approche encore plus globale, notamment tout ce qui était un peu fonction support ou aspect beaucoup plus institutionnel et de représentation était nouveau, et c'était très intéressant du coup de découvrir des choses nouvelles.
Et alors, donc, 8 ans après, comment tu vois les choses sur ton parcours de dirigeante? À quel moment on devient dirigeant finalement? J'ai pas repéré le moment. Par contre, il y a vraiment eu 2 phases dans ces 8 ans. Il y a eu la phase, je suis plutôt, je pense, quelqu'un quand même de sûr de moi, donc je vais pas dire que je me sentais pas légitime, mais en tout cas où j'étais concentrée sur l'ensemble des chantiers à mener, en me disant qu'il fallait les mener le mieux possible. Et c'est aussi le moment où, au départ, on ne sait pas ce qu'on est censé savoir et ce qu'on n'est pas censé savoir. Parce que quand on démarre comme directeur général, par définition, il y a tout un pan du métier qu'on connaît absolument pas. Et pour autant, on le prend en main et on doit le gérer. Et donc, je pense que toute cette partie-là, c'est plus compliqué parce que si on n'est pas sûr d'être légitime, on dit beaucoup moins facilement ce qu'on sait pas. Et c'est pour ça que pour moi, il y a eu un tournant parce que je vois bien le moment où, dans mes phrases, j'ai beaucoup plus souvent dit ah, mais ça, moi, je sais pas. Donc, et du coup, parce qu'en fait, c'est le moment où ça y est, je savais exactement ce que j'étais censée savoir, je savais que j'étais compétente, je savais que globalement, on avait réussi à transformer la structure, que ça se passait bien, que l'externe nous disait qu'on était une très belle agence qui produisait des choses de qualité. C'était déjà le cas avant, hein, mais du coup, on avait aussi des retours sur les transformations qu'on avait pu mener, que l'équipe, je voyais que ça se passait bien et qu'ils étaient contents, et que du coup, là, c'était beaucoup plus facile pour moi. Par exemple, je dis souvent, mais moi je suis que la directrice générale, ce qui est vrai, hein, et donc du coup, moi je sais pas grand chose en fait. C'est l'équipe qui sait. Et donc ça, c'était important. Enfin, je pense qu'il faut être très humble quand on est DG. C'est que je le disais tout à l'heure, il y a une des forces, c'est qu'on surnage un peu, on survole un peu tout, et je pense que ça permet d'avoir des bonnes intuitions et d'avoir une vue globale sur ce qui est important. Mais du coup, ça permet aussi, et ça rend nécessaire le fait d'être très humble. C'est-à-dire qu'on pense souvent, je trouve, l'extérieur ou ceux qui ne sont pas dirigeants, que le dirigeant c'est la somme de toute son équipe. Par exemple, on fait toujours intervenir les dirigeants à des conférences sur tout un tas de sujets métiers de leur entreprise, alors même que, par définition, eux, ils se contentent de mettre un peu de liant dans la machine pour que ça fonctionne, d'être un peu passeurs, mais c'est pas eux les experts, c'est pas eux qu'on produit le guide, la ressource, donc c'est absolument pas eux qui savent vraiment bien en parler. Alors, pour des raisons de représentation institutionnelle, bien sûr, on peut leur préparer des éléments de langage et c'est important régulièrement que ce soit eux qui prennent la parole, mais en même temps, on fait comme si ils étaient la somme de tout ce que produisaient et savaient leurs équipes, alors que c'est absolument pas vrai. Eux, ils se contentent d'animer un peu la machine pour que ça fonctionne. Donc je pense que le moment où je me suis rendu compte que je disais ça très simplement, c'était le moment où du coup finalement, au moment où je disais que le dirigeant faisait pas grand chose et finalement c'est le moment où je me sentais pleinement dirigeante en fait, que c'était acquis. C'était plus un sujet, c'était plus un enjeu. Ok. Comment est-ce que tu trouves de l'énergie pour être au quotidien, justement, sur tous ces chantiers, sur tous ces fronts? Comment tu te ressources? Alors, c'est pas forcément une question facile non plus pour moi, parce que je vois bien que régulièrement, j'en dépense beaucoup et que je sais pas forcément ma force de me dire... je vois, il y a des dirigeants qui expliquent que tous les matins, ils font une demi-heure de yoga, 1 heure de balade dans la forêt, etc. Et je me dis, c'est super, ça doit faire beaucoup de bien, permettre... Et moi, j'arrive absolument pas à me plier à ce type de discipline. Où je m'étonne toujours moi-même, c'est que régulièrement, je peux me sentir très fatiguée, parce que concrètement, un dirigeant, c'est quand même assez seul. Hein. Enfin, ça n'a pas de manager auprès de qui soit se plaindre, soit en tout cas récupérer un petit coup de pouce et un petit coup d'énergie. Donc, c'est ça la grosse différence. Et puis, c'est quand même concrètement responsable de tout. C'est-à-dire qu'il faut payer les salaires à la fin du mois, il faut que la structure, elle avance. Enfin, donc, ce qui est sûr, c'est que ça me vaut de la fatigue, des nuits d'insomnie, etc. Et régulièrement, ce qui est bizarre, c'est que je me dis, mais là, c'est pas possible, j'ai plus l'énergie. Donc, par exemple, prochaine réunion d'équipe, tant pis, j'écoute, laisse un peu filer. Et en fait, à chaque fois, je m'étonne beaucoup moi-même parce que je me retrouve et je m'entends tout d'un coup remonter les troupes et retenir un discours plein d'énergie. Du coup, je l'appuie, je sais pas. Bon, après, concrètement, quand je rentre le soir, je vais plutôt faire des choses très manuelles, comme par définition, je suis sur des choses très intellectuelles. Je vais faire du jardinage, faire de la cuisine, éplucher des légumes. Enfin, en général, voilà, je fais des activités d'ordre très manuel et ça me fait beaucoup de bien pour équilibrer. Pour équilibrer, j'imagine. Tu as parlé de la solitude du dirigeant et aussi tu as parlé de se sentir dirigeant, la question de la légitimité, etc. Est-ce que tu as un mentor alors, ou des gens qui t'accompagnent ou comment tu t'entoures pour travailler ces questions-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que c'est plutôt par des lectures? Est-ce que c'est des personnes? Voilà. Comment est-ce que tu fais pour te sentir moins seul? Est-ce que c'est possible de se sentir moins seul quand on est dirigeant?
Alors, je relativise la solitude dans mon cas parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance, on a organisé la structure pour qu'il y ait un comité de direction de 3 personnes. On est 30, donc c'est assez logique d'avoir un comité de direction de la taille de 3. En tout cas, moi, les organisations très en râteau où le dirigeant est très seul, j'échange beaucoup avec d'autres dirigeants qui, en effet, sont beaucoup plus seuls que moi, mais ils ont aussi choisi d'avoir des organisations, encore une fois, beaucoup plus en râteau, donc de porter beaucoup plus de choses seuls. Moi, j'ai la chance quand même qu'on soit 3. En plus, un comité de direction qui a pu évoluer dans le temps. J'ai changé de collègue, mais à chaque fois, ça m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire qu'on échange énormément entre nous. On a des points de vue très complémentaires. On n'a pas du tout les mêmes sensibilités et ça nous permet de prendre des décisions en commun qui sont des décisions équilibrées et qui, après, nous permettent, comme on est aligné sur la décision, de faire bloc aussi vis-à-vis de l'ensemble des partenaires, des difficultés, de l'équipe le cas échéant. Donc ça, c'est quand même une vraie force. Après, qu'on a choisi dans l'organisation. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut absolument savoir s'entourer au plus près de soi au quotidien. Donc ça, c'est une première, et à la limite, j'allais dire, mais... Oui, non, mais je ne vais pas les appeler mes mentors, mais si, mes mentors au long cours, pour de vrai, dans les 8 dernières années, c'était mes 2 principaux collègues, pour de vrai. Après, j'ai sans doute pas pris assez le temps ni de lire, ni de... je fais pas partie de club de dirigeants, par exemple. Alors, par contre, évidemment, je vis dans un écosystème de DG avec mes homologues, donc ça m'arrive, j'aime beaucoup, ça m'arrive d'échanger, j'aime beaucoup échanger avec eux sur leurs différentes pratiques, mais je le fais pas forcément de manière... formelle, en fait. De manière formelle, non. C'est plutôt à l'occasion des rencontres, au gré des événements qui vous rassemblent, ou j'imagine lors de déjeuner. Ou... Oui. Mais je pense que jusqu'à présent, j'ai pas non plus ce temps-là. En fait, j'étais vraiment orientée sur les chantiers à mener, à atteindre. J'imagine que pour être un bon dirigeant, il faut vraiment équilibrer les périodes de recul, de veille, d'échange avec les périodes d'action. Dans les faits, c'est difficile. C'est difficile dans les faits, parce qu'accessoirement, l'action, le quotidien, il est toujours présent et on est toujours sur le feu, en fait. Donc, ce que je pense que je suis capable d'assez bien faire, c'est de pas perdre pour autant l'orientation stratégique et la hauteur qu'il faut pour pas prendre de mauvaises décisions en étant trop le nez dans le guidon, mais pour autant les périodes de plus d'introspection ou d'échange, je pense que je les développe pas forcément beaucoup. Après, dans ma vie professionnelle, j'ai quand même rencontré avant de devenir directrice générale, j'ai eu la chance d'avoir des chefs, soit managers directs, soit les dirigeants des structures dans lesquelles je travaillais, qui m'ont quand même beaucoup inspirée. Alors, je pense à deux niveaux, enfin de 2 types. J'ai travaillé à Sciences Po, donc avec Richard Descoings, je parlais de Martin Hirsch tout à l'heure, le président de la Vis quand je suis arrivée, Hugues Sibyl qui l'a fondé, tout ça, c'est des acteurs qui sont très développeurs et qui cherchent à innover et qui se posent pas, enfin, qui ont des vraies intuitions, des vraies fulgurances sur là où il faut aller, qui, une fois qu'ils ont cette intuition-là, se posent pas 10 000 questions pour lancer le projet, développer, avancer. Donc ça, je pense que ça m'a inspirée sur le fait qu'il fallait pas hésiter à bouger les lignes et à avancer, et que c'est pas parce que l'écosystème, par exemple, faisait les choses lentement qu'on pouvait pas les faire vite. Richard Descoings, quand il a transformé Sciences Po à diverses, dans plein de dimensions, mais par exemple, rien que le fait de transformer les formations en master, là où le monde universitaire mettait plusieurs années à penser la transformation, il nous a demandé de le faire en 6 mois, c'était fait en 6 mois. Enfin, du coup, je me suis aperçue qu'en fait, si on se donnait des objectifs, c'était parfaitement possible de les atteindre en étant uniquement concentré sur l'objectif à atteindre. Donc, il y a eu un certain nombre, je ne sais pas si je les appellerais mentors, mais en tout cas de dirigeants dans les structures dans lesquelles j'ai travaillé, où j'ai vu très concrètement qu'il fallait oser. Après, par contre, c'est des dirigeants, des grands dirigeants qui, du coup, l'ont fait en n'étant pas directeur général de 30 personnes, avec tout le quotidien derrière à suivre. Donc, ils l'ont fait aussi en pouvant ne pas s'embarrasser du quotidien, de l'affect, des différentes transformations qui sont un peu plus lourdes. Et ça, par contre, j'ai vu avec... j'avais une manager directe à Sciences Po, notamment, où j'ai vu à quel point c'était... Là, c'était plus dans le quotidien, à quel point on pouvait être efficace, coordinateur, enfin à quel point c'était important surtout d'être un grand coordinateur de différentes choses, un passeur, et que finalement, c'est là où le directeur avait sa grande valeur ajoutée, de laisser... de voir dans son équipe ce que chacun pouvait apporter et d'être celui qui organise les choses, en fait. Qui distribue les rôles. Et que ça, c'était très, très efficace. C'est-à-dire que spontanément,
Ça fait moins le dirigeant qui a la vision stratégique ou le dirigeant qui emmène... ça fait, voilà, parfois le dirigeant, c'est juste celui qui est un passeur, qui crée les liens entre les acteurs, qui distribue les choses, et sauf qu'il faut bien qu'il y en ait un qui fasse ça. Alors, c'est le dirigeant, c'est les fonctions de direction dans leur ensemble, mais qu'en fait, ça, c'est absolument nécessaire pour que les choses soient bien coordonnées et avancent, et que ça fait partie vraiment du métier. Tu as parlé de ce qui te donnait plaisir à diriger en parlant de donner du sens aux contributions quotidiennes de l'équipe. Y a-t-il d'autres choses qui te donnent plaisir à diriger ? Bon, globalement, la variété des missions. Enfin, du coup, c'est quand même... du coup, j'ai la chance d'avoir une fonction qui, par définition, que je peux quand même modeler. C'est-à-dire que du coup, en fonction de l'organisation que le dirigeant va imaginer, il peut se laisser plus ou moins de place pour telle ou telle dimension, et il peut prendre du plaisir. En tout cas, moi, ce qui a été mon cas, c'était en fonction des années. J'ai finalement donné des priorités à différents chantiers, et ça m'a permis de faire des actions et des métiers très différents. Donc ça, c'était plutôt assez agréable de passer d'un sujet à un autre. Là où, quand on l'est plus dans un périmètre plus restreint, on n'a pas trop le loisir de il faut changer de poste pour évoluer. Voilà. Là où, finalement, ce que tu dis, c'est qu'en tant que dirigeante, tu peux, en restant dirigeante, changer de mission, changer d'action avec un socle commun, mais en tout cas avec des orientations qui varient d'une année à l'autre. Et bien, j'ai été par exemple très heureuse aussi, même si c'était difficile, de faire l'intérim des gens qui manquaient dans l'équipe. Alors, pas tous les gens, juste là, les N-1, mais du coup, ça m'a permis aussi, à un moment donné, de faire l'intérim du poste de directeur administratif financier RH, à un moment donné de la direction des programmes, à un moment donné de la responsable de la communication. Alors, évidemment, je l'ai fait beaucoup moins bien que les personnes qui occupaient ces postes, et puis à un temps restreint, puisque c'était uniquement de l'intérim en étant toujours directrice générale. Mais ça m'a aussi fait plaisir, parce que du coup, ça m'a permis quand même de revenir parfois aussi à des choses beaucoup plus concrètes, d'être un peu plus directement dans la production. Ce qui va me manquer quand même sans doute dans le poste de directeur général, c'est on est le grand coordonnateur, organisateur, mais du coup on est quand même moins concrètement dans le métier. Donc je pense que c'est important peut-être parfois de se laisser aussi des zones où on va quand même produire, d'une part pour se faire plaisir, et parce que si on est dans cette structure-là, c'est aussi que le métier de la structure en tant que tel, moi je ne pourrais pas être directrice générale de n'importe quelle structure, même si peut-être que mon quotidien ne changerait pas trop, mais c'est aussi parce que ça m'intéresse ce qu'on fait, donc c'est important de le faire parfois concrètement sur certaines zones, alors sans prendre la place des chargés de mission ou des autres membres de l'équipe, mais c'est aussi important pour pas être complètement déconnecté de ce qu'ils font eux, de leur métier de base. Donc je pense que le fait aussi d'avoir dû faire différents intérims, c'était enrichissant pour mieux appréhender aussi les différents métiers qui m'entouraient. Les questions de la fin, ce sont quelques questions un peu plus personnelles. Qu'est-ce que tu aimes lire, et est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire de quelque chose que tu as lu récemment et qui t'a plu ? Alors, du coup, en ce moment, je suis en train de lire L'arbre dans tous ses états, qui est un livre écrit par, je crois qu'il s'appelle Haskell, mais en plus, je ne vais pas être sûre de l'auteur. C'est celui qui a écrit Un an dans la vie d'une forêt, que j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, du coup, par exemple, Un an dans la vie d'une forêt, L'arbre dans tous ses états, c'est un petit peu pareil. C'est Un an dans la vie d'une forêt, c'est un scientifique qui prend 1 mètre carré de forêt dans une forêt primaire aux États-Unis, et qui, tous les jours, va observer ce mètre carré de forêt. Et qui est capable d'expliquer ce qui s'y passe, et notamment l'ensemble des interactions qu'il peut y avoir, évidemment, entre les arbres, les champignons, les animaux qui passent, etc. Et c'est passionnant. Mais du coup, en le disant, c'est bien ce que je suis en train de lire, je me dis c'est une posture finalement très opposée à ce que je fais moi tous les jours dans ma vie de dirigeant, puisque c'est purement de l'observation, c'est pas de l'action. Et c'est un temps très très long, avec des évolutions lentes. Mais par contre, c'est bien sur le fait que tout est relié et en interaction. Et je pense que pour le coup, le dirigeant, c'est celui qui observe aussi le mieux tous ces jeux d'acteurs, et que s'il les décrypte pas bien et il les comprend pas bien, il saura pas bien non plus avancer et faire avancer son entreprise. Est-ce qu'il y a un lieu où tu aimes particulièrement aller,
même si en ce moment, on est un peu empêché de bouger. Oui, alors en ce moment, je suis complètement confinée. Donc en ce moment... Pas en ce moment. Est-ce qu'il y a un lieu où tu aimes bien aller Non, alors moi, j'ai toujours été assez itinérante. Donc j'aime bien voyager. Et l'été, je fais du camping en changeant tous les jours ou tous les 3 jours de lieu. Donc moi, je suis très heureuse de découvrir des nouveaux lieux. Voilà. Et le confinement nous ayant permis 10 kilomètres, on a ces derniers jours, j'ai eu des jours de vacances, beaucoup fait en famille les bords de Marne à vélo. Parce que comme c'est des boucles, les bords de Marne, on peut faire beaucoup plus de 10 km en restant à 10 km en vol d'oiseau. Et donc, c'est très joli la Marne. Tu as dit tout à l'heure que tu prenais du temps pour cuisiner ou le soir quand tu rentrais et changer un peu de type d'activité. Qu'est-ce que tu prends plaisir à cuisiner ou à déguster ? En ce moment, j'ai acheté un des livres d'Ottolenghi, donc qui fait fureur en termes de vente sur la cuisine du coup d'origine proche-orientale au sens large. Donc ça me procure beaucoup de plaisir d'essayer ces recettes un par un, mélangeant beaucoup d'épices, du sirop de grenade, voilà, beaucoup de choses. Donc ça me fait plaisir. C'est le côté exotique ? C'est le côté mélange de beaucoup de saveurs qui, du coup, ne permet pas de savoir quel goût on obtiendra à la fin de la recette. Et donc, plutôt le côté, surprise, magicien et potion magique. Et à chaque fois, c'est bon. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu as envie de répondre ? En fait, je suis déjà très, très curieuse d'écouter les autres podcasts que tu vas faire et donc d'écouter les réponses aux questions qui, j'imagine, seront peut-être un peu similaires que tu vas poser à d'autres dirigeants. Parce que je trouve l'exercice finalement très difficile, en fait, d'introspection et de recul sur soi-même, sa pratique, sa posture. Et donc, je suis par avance très, très curieuse du contenu des autres podcasts. Donc, c'est pas une question, non, mais c'est plutôt... mais c'est un souhait, une envie. Ok, une attente. Ça marche. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger. Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu, intéressé, fait cheminer. Si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr. À la semaine prochaine.